Aujourd'hui, j'ai décidé de réfléchir, ça m'arrive de temps en temps. En fait, on va revenir sur la querelle de Chénier et sur l'importance des représentations. La querelle de Chénier, c'est cette querelle qui est née... Enfin, querelle déjà, c'est compliqué de parler d'une querelle. Mais en tout cas, cette polémique née par la rédaction, enfin, la publication surtout, de la lettre des agrégatives et des agrégatifs de l'ENS Lyon, il y a, je crois, maintenant 2 ans, autour d'un poème d'André Chénier, que je connais très mal, je veux dire, pas seulement le poème, hein, André Chénier, et qui demandait que dans un poème dont je suis absolument incapable de prononcer le nom correctement, donc je ne vais pas m'y risquer, qui demandait au jury de dire s'il y avait ou non, s'il était possible ou non, de parler de viol dans une scène que l'on aurait eu l'habitude de décrire comme une scène de séduction. Et depuis, il y a eu, donc je l'ai déjà évoqué tout cela, beaucoup de textes de part et d'autre du Rhône sur cette question de la dénomination en littérature et surtout la dénomination des violences sexuelles, c'est-à-dire du mot viol pour décrire une scène, de la définition du viol, de la possibilité ou non d'extrapoler le monde et la littérature, enfin les visions littéraires au monde, etc. Il existe sur le carnet hypothèse malaise dans la lecture un sommaire de tous ces papiers qui commence à atteindre la presse généraliste de façon très partielle, discutable, etc. Et qui opère un gros... Enfin, grosso modo, la question c'est, oh là là, les agrégatifs de Normal Sup ne savent plus lire, puisqu'ils voient des viols partout. Peut-être qu'il y en a partout, en fait. Hein. Et il voudrait faire le procès de la littérature, parce que viol ne serait qu'un mot juridique, et il voudrait également, parce qu'en plus on va pas rappeler qu'il s'agit essentiellement de jeunes femmes, hein, et qu'il y a en nous des affaires de harcèlement sexuel à l'ENS Lyon qui ne sont pas du tout prises en compte, prises en charge, et qui font un contexte quand même à toute cette affaire. On va revenir sur, non pas sur ces questions-là, parce que là, j'ai passé qu'une année à l'ENS Lyon, donc je connais mal l'école, je passais la grecque, j'étais pas en forme. Voilà. Donc je sais pas ce qui se passe réellement. Voilà, je lis des articles, allez vous renseigner. Mais en tout cas, le reproche fait à ces demandes d'éclaircissement, rappelons-le, d'impétrantes et d'impétrants, de candidats, candidates, à un concours extrêmement important. Donc c'est une demande de clarification et de mise en place de perspectives pédagogiques dans la mesure où on fait comment quand on devient prof dans le secondaire. Et rappelons que l'agrégation est normalement, d'abord et avant tout, un concours du secondaire. J'ai pas souvenir qu'il y ait eu une réaction des jurys, mais ça c'est pas très... voilà, c'est peut-être pas le principal point. Mais en tout cas, les reproches sont voir des viols partout, on lirait mal, donc on ne saurait pas lire. Vouloir faire le procès de la littérature. Évidemment, si on parle de viol en littérature, c'est qu'on a envie de brûler des livres. Et donc de redécapiter Chénier, ça tombe bien, comme il a déjà été une fois, on peut prendre des images comme ça, bien sanglantes, robespierristes, reprendre le spectre, j'allais dire le sceptre, le spectre, ça aurait été drôle, du Jacobin sur sa charrette, etc. C'est même dans Stendhal, on se fout de la gueule de ça, quoi. Donc, cela amènerait en outre à perdre de vue la polysémie de la littérature, le trembler du sens, des choses comme ça. Bon, il y a quelques semaines, je disais que j'étais quand même très très interpellée par le fait que cela revenait à parler plus
de divertissement que de politique, de culture que de politique. Évidemment, c'était une erreur ou un raccourci de ma part, sur lequel je voudrais revenir. Alors, je trouve quand même intéressant que quelque chose qui est quand même un épiphénomène, et qui devrait être un épiphénomène, ait fait couler autant d'encre, même si virtuel, et soit devenu un sujet d'actualité. Cette actualité, on est encore en plein dedans. Et ça me paraît quand même intéressant, et c'est donc le symptôme de quelque chose. Mais après, moi, je ne veux pas jouer le médecin des cercles littéraires et universitaires. En tout cas, le ton est monté cet été, et l'agacement des uns, des unes et des autres est de plus en plus net. Et montre en fait que on n'est donc pas seulement dans un divertissement, d'ailleurs on était dans le cadre d'un concours, on n'est pas seulement dans une question de salon, mais on est bien en fait au cœur d'une partie de la politique qui n'est pas sa partie la plus matérielle, mais qui repose sur des choses très matérielles et qui a des conséquences tout aussi matérielles. Alors très clairement, ce qui m'a remis les yeux en face des trous, c'est... Je ne l'ai pas préparé, mais oui, tac, j'ai quand même repéré. C'est Backlash de Suzanne Faloudi, Pulitzer 91, reporter, on pourrait mettre 2 RE, au Wall Street Journal, Backlash, gros best-seller, là c'est en poche. Combien ça coûte en poche? 8,25. Facile à lire dans le métro. Je l'ai lu dans mon canapé. C'est top. Et vraiment, j'avais l'impression de savoir ce que ça allait raconter avant de le lire. C'est top. Et Faloudi commence par Backlash, la guerre froide contre les femmes. Donc c'est le changement d'ambiance, induit aussi par ce qu'on a coutume d'appeler le néolibéralisme, mais je ne vais pas vous en donner une définition parce que je ne suis pas économiste, ni politiste. Mais en tout cas, le changement d'ambiance qui occulte, voire qui entrave, qui empêche et annule les avancées féministes des années 70, et ce, à tous les niveaux, à toutes les dimensions de la société. Et dans Backlash, alors, bon, les conséquences de la revanche, de ce Backlash, c'est vraiment le retour de bâton, elles sont, et ça je m'en rendais pas compte, elles sont juridiques, et éminemment juridiques. Première, je comprends pas, je l'ai mis en silencieux, mais apparemment non. Mais elles sont aussi idéologiques, et l'idéologie, elle repose sur la culture. Et la culture de masse. Pour avoir une idée aussi de cette idéologie, on va dire de façon plus élitiste, je renvoie évidemment aux travaux de Geneviève Cellier sur la Nouvelle Vague. Ah, la Nouvelle Vague, c'est vraiment du cinéma de garçon, hein. D'ailleurs, c'est comme le surréalisme, on oublie qu'il y avait des femmes, et qu'en plus on les traitait comme de la merde. Donc, Backlash, et alors là, on n'est pas en littérature, là, on est en histoire, société, politique, actualité, de façon très directe et très franche. Et c'est d'abord par l'idéologie, par la représentation, les représentations, que se fait le Backlash. Je lis en même temps le livre de Naomi Wolf, The Beauty Myth, le mythe de la beauté. Grosso modo, ces bouquins-là, c'est du Mona Chollet en version originale. Vachement plus incisif. Aller vers ce genre de choses. Le mythe de la beauté a été traduit en français, je ne l'ai pas acheté, je le lis en PDF en anglais, je vais lentement. C'est une énorme claque dans la gueule. Bon, donc, et le mythe de la beauté, ce qu'on appelle le mythe de la beauté, c'est évidemment l'envers ou une dimension de ce Backlash. Les 2 livres sont contemporains à un an près. Bon, ce Backlash, on sait en tant que féministe qu'on va se le prendre dans la gueule dans pas longtemps, et ça commence doucement, ça va venir, mais on a aussi une belle décennie féministe qui s'annonce. Je voudrais revenir donc sur cette question des représentations des types, et notamment à partir de cette formule que je répète souvent qui est « on vit en métalepse », c'est-à-dire qu'on vit en littérature parce que c'est facile, les échappatoires, et la vraie vie est ailleurs, et c'est tellement, tellement, tellement mieux de vivre une vie littéraire qu'une vie réelle où on prend le métro avec parfois pas de livre et pas de batterie sur son téléphone, et en plus un type qui colle aux fesses. Mais ces représentations-là, elles ne sont pas désancrées de la société, elles sont complètement partie prenante de celle-ci, et elles sont complètement politisées. Et c'est pour ça qu'une des dimensions essentielles pour moi du féminisme, c'est la création
artistique, littéraire, mais aussi politique et organisationnelle qu'a permis le mouvement féministe, et d'une façon particulièrement originale. Varda, Wittig, etc. C'est pas un hasard. Non. Qu'est-ce qui se passe en fait au niveau donc d'une querelle comme la querelle Chénier? C'est finalement une inversion complète des termes, à savoir qu'une demande d'éclaircissement serait une demande de censure, voire directement une censure, ce qui ne correspond absolument pas au sens de la censure, et que nommer un viol dans un texte signifierait ne plus le lire, ne plus l'aimer. Puis pourquoi faudrait-il qu'on aime les textes qu'on étudie? C'est quand même, enfin, en tant que professionnel de la lecture, pourquoi devrait-on aimer les textes que l'on lit? Et les aimer tout le temps et de façon égale? Et ne peut-on pas aimer un texte tout en pensant son auteur absolument abject et en étant même débecté par le propos? Je pense à Voyage au bout de la nuit. Voilà. Alors, pourquoi parler de viol en littérature? C'est important. Parce que ce sont ces romanticisations des violences sexuelles, de la séduction, du harcèlement qui font, qui justifient, qui entérinent et qui fournissent des scripts, des modes de conduite. Je reprends l'expression de script parce que à script corporel, mais de façon très, très lointaine, c'est une expression mise... qui apparaissait dans un live tweet de la soutenance de thèse de Noémie Le Lombard, qu'il faut suivre, qui est vraiment une personnalité intéressante. Sauf que j'ai pas lu sa thèse. Mais en tout cas, ça donne des modes de conduite. Ça fait croire que. Ça amène une axiologisation à des comportements intersubjectifs. Et le problème, c'est que une scène de séduction dans laquelle le personnage féminin finit par donner l'impression de consentir parce qu'en fait il cède, entre parfaitement dans ces vieilles lanternes mais dans le fond elles aiment bien ça, puis c'est comme ça qu'on est une vraie femme. Faut se rappeler que le viol c'est aussi donc une arme de guerre, mais une arme aussi pour corriger les lesbiennes et les ramener dans la vraie sexualité. Merci les gars, quoi. Si c'est ça la vraie sexualité. Et en fait, il est vraiment essentiel de revenir au texte et de les prendre de façon littérale. C'est un mouvement que j'observe depuis plusieurs années et que j'ai vu d'une façon qui m'a beaucoup marquée quand j'étais à l'ENS Lyon, alors que c'était moins prononcé à Bordeaux. Je pense que c'est plus le cas maintenant, mais j'en sais rien. Et en tout cas, c'est ce que je vois depuis que je suis en région parisienne, à savoir que les textes sont relus de très près. Parfois, jusqu'à la paraphrase. Parfois, pour en faire essentiellement des documents historiques, avec de l'histoire en fait littéraire, des histoires de thèmes, des histoires des représentations. Et évidemment que on peut trouver qu'il va manquer des interprétations, surtout, je sais pas si on a l'habitude d'être lacanien, d'analyser des représentations avec Jung ou ce genre de choses. Je pense aux écrits de Richard et d'autres, il peut manquer quelque chose. Voilà, faire quelque chose de désancré. Mais, et là, c'est la relecture de la pensée stoïque de Monique Wittig ce week-end qui m'y ramène. Le truc, c'est que quand on est comme ça dans l'analyse de grands archétypes ou de grands mythes, on est dans une essentialisation et on est surtout dans une désostéricisation qui ne montre rien de la vie des gens, qui ne parle même plus réellement du contexte littéraire de l'écriture. Je parle même pas du rapport à la vie de l'auteur ou de l'autrice. Mais en fait, on fait des textes, des choses mortes. L'étude des animaux, elle se fait en les disséquant. Mais maintenant, on a rajouté l'éthologie animale, le comportement animal dans son environnement. Et on a, j'ai l'impression, encore du mal à franchir ce pas-là de façon très marquée en littérature. En tout cas, c'est ce que fait cette lettre des agrégatifs, pour une bonne part, c'est rappeler que ces représentations, elles sont à la fois les signes d'une situation politique et en même temps, elles en sont
souvent une forme de fichement. Alors après, bien sûr qu'il y a des anachronismes. Bien sûr que il serait compliqué de parler de harcèlement sexuel dans la mesure où la notion de harcèlement sexuel date des campagnes états-uniennes des années 80, je crois, et le terme a été forgé par Catherine McKinnon. Et évidemment que le harcèlement sexuel en tant que tel n'est pas dans les textes. Mais par contre, il faudrait arrêter de figer les textes, et c'est là que la numérisation va nous permettre d'élargir considérablement les corpus, et notamment pour le XIXe siècle, et c'est formidable, parce qu'on va aller, et on va aller de plus en plus vers la lecture des revues populaires, ou moins populaires, mais de ce qui était lu majoritairement, et de ce qui était, je sais pas, un peu comme l'écume de l'actualité, et juste en lisant Les premières femmes journalistes de Laura Adler, donc c'est plus ou moins une thèse que j'avais trouvé extrêmement stimulante, eh ben on se rend bien compte, et puis en lisant la presse féminine et la presse féministe, et quand on lit vraiment Balzac-Depré et d'autres auteurs, eh ben on se rend bien compte que le mariage est un viol légalisé chez Balzac, et chez George Sand, et chez les autres, on les éduque enceintes pour les livrer à leurs violeurs, les jeunes femmes, c'était su. Des scènes de harcèlement de rue racontées en littérature, représentées en peinture, et dénoncées dans les journaux féministes dès les années 1830, on en trouve. Ça existe. On n'appelle pas ça harcèlement de rue, on n'appelle pas ça harcèlement sexuel, mais ces témoignages, ils sont là. Et en fait, même dans ces jeux de codification littéraire, en fait, ce qui se passe très souvent, c'est que l'on sait très bien qu'il y a une contrainte, mais cette contrainte, bien perçue, est en elle-même une source d'amusement. La violence n'est donc pas niée, elle est acceptée et légitimée. Mais ça n'est pas déliré que de voir une violence sexuelle dans un texte comme celui de Chénier. Ça n'est pas quelque chose qui arrive de nulle part et qui ne correspond à aucune réalité textuelle, corporelle, matérielle, historique. Alors après, c'est bien sûr une histoire qui est beaucoup plus compliquée à remettre en place que celle des grandes batailles. Quelle surprise. Et c'est bien une histoire d'asservissement, d'oppression, et aussi régulièrement d'émancipation. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on l'attaque? En fait, c'est déjà pas mal fait. On a déjà des histoires des femmes, on a déjà des histoires des viols, on a déjà des histoires littéraires. Et en ce moment, il y a vraiment, vraiment un mouvement qui appartient au Gender Studies, mais qui va plus loin que ça, qui est en train de se mettre en place, et qui est vraiment essentiel à voir, parce qu'on nous parle, là, et parce qu'on parle de société, de la vie, telle que vécue, de divertissement, et c'est quand même important de se divertir, mais également de ce qu'est une représentation et de ce que ça veut dire. Et on est bien loin, en fait, d'évacuer le trembler du sens ou la polysémie du texte en parlant de viol en littérature. La question que je me pose derrière, dans tout ça, c'est pourquoi le viol fait si peur? Mais regardez autour de vous. Là, je lisais aujourd'hui, une femme sur 16 aurait eu un viol pour première expérience sexuelle. En France. Non, c'était aux États-Unis. Enfin, dans un pays, on va dire, occidental du Nord, riche. Et je pense que c'est bien plus que ça. On parle de quoi? Une femme sur 5 violée ou qui sera violée au cours de sa vie, en France. Et je pense que c'est beaucoup plus. Regardez autour de vous. Regardez aussi comment se met en place, notamment Noémie Renard dans En finir avec la culture du viol, le montre très bien. Le viol, c'est une violence extrême, mais qui entre dans un continuum de violence qu'elle appelle la coercition sexuelle. Insister, c'est pas être un mec bien. Expliquer que les femmes ne savent jamais ce qu'elles veulent et qu'elles disent non pour dire oui, c'est pas être un mec bien. C'est mettre en place des scripts de violeurs. Ouvrez les yeux, quoi. Et ouvrez les yeux et sur le monde et sur la littérature. Les violences sexuelles sont bien là. Si vous ne les voyez pas, si vous ne les entendez pas, c'est que vous n'êtes pas concerné et que vous n'avez pas envie de les voir. Littérairement, ou en tant que prof de littérature, ça veut dire que la responsabilité que l'on peut avoir est grande. Parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de textes du secondaire qui se
qui évite complètement une scène que l'on pourrait considérer, qualifiée de problématique. Et je trouve le terme problématique lui-même embêtant. Mais en fait, c'est une extraordinaire opportunité de parler réellement avec nos étudiantes et nos étudiants de ça, de ce qu'est la contrainte sexuelle, de ce qu'est la violence sexuelle, de ses manifestations et de sa sous-représentation. Et, à l'inverse, montrer ce que fait Monique Wittig avec les guerrières, ce qui se passe en écriture féministe, en écriture d'émancipation, mais aussi en écriture antiraciste, ailleurs. Ce qui se fait ailleurs, comment ? En fait, ce ne sont pas... Ces mythes nous enferment, mais ne sont pas des obligations. Ils n'ont rien de naturel. Et ça, sont des sciences profondément humaines. J'espère que cela vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt.